Imaginez une arme filant à 25 000 km/h, 20 fois la vitesse du son. Une arme si rapide et surtout si manœuvrante qu'aucune défense antiaérienne au monde ne peut, dit-on, l'arrêter. Elle existe. Elle est russe. Elle s'appelle l'Avangard. Et elle n'est que la partie visible d'un basculement que presque personne n'a vu venir. Car voici l'histoire. Donald Trump croyait que 4 mois de bombardements intensifs sur l'Iran enseigneraient une leçon au monde entier, que les États-Unis restent la superpuissance incontestée, que leurs avions font trembler leurs rivaux. Mais la Russie et la Chine, elles, sont restées assises, elles ont observé, mesuré, pris des notes, et elles en ont tiré une leçon exactement inverse, apprise non pas de la plus grande armée du monde, mais de l'Iran, isolé et sous sanction. Alors posons la question franchement, qu'ont vu dans cette guerre les deux grandes puissances autoritaires pour se lancer aujourd'hui dans la fabrication de 5000 de ces missiles que rien, semble-t-il, n'arrête. En surface, on nous raconte la guerre d'Iran, mais dessous se joue une toute autre histoire, une révolution silencieuse dans l'équilibre des puissances. Le bouclier coûteux sur lequel l'Occident a bâti sa sécurité depuis des décennies est en train de devenir obsolète, et ceux qui l'ont compris ne sont pas nos amis. Nous allons dérouler cela en 3 temps. D'abord, ce que sont vraiment ces armes et l'arsenal que bâtissent Moscou et Pékin. Ensuite, le mécanisme, pourquoi elles sont si difficiles à intercepter et quelles leçons exactes l'Iran leur a enseignées. Et enfin, ce que ce basculement signifie très concrètement pour nous, à Paris comme à Ottawa. Un avertissement d'emblée, nous croiserons des chiffres spectaculaires et des affirmations tranchées, rien ne peut l'arrêter, que nous prendrons avec la prudence qu'il mérite. Commençons par l'arme. Un missile hypersonique, qu'est-ce que c'est au juste ? Prenez une ogive et donnez-lui 2 propriétés à la fois. D'abord, une vitesse folle, au moins 5 fois celle du son, souvent bien davantage. Ensuite, et c'est le point crucial, la capacité de manœuvrer en vol, de changer de cap, de plonger, de zigzaguer. Un missile balistique classique suit un arc prévisible que l'on peut calculer et donc en théorie intercepter. Un engin hypersonique, lui, est à la fois trop rapide et trop imprévisible. Le temps qu'une défense le repère, calcule sa trajectoire et tire, il a déjà changé de route ou atteint sa cible. Voilà, en une phrase, pourquoi ces armes affolent les états-majors. Comparez pour bien saisir. Depuis les années 1950, toute la défense antimissile repose sur une idée simple. Un missile balistique monte très haut, retombe selon une courbe calculable, et l'on peut, avec assez de puissance de calcul et de chance, l'intercepter sur sa descente. C'est le principe de systèmes comme le Patriot. Mais l'hypersonique change les 2 termes de l'équation. Il vole plus bas dans les couches denses de l'atmosphère, ce qui le rend plus difficile à détecter tôt. Et il plane, il louvoie, au lieu de retomber tout droit. Résultat, le défenseur ne sait plus où il va frapper avant les toutes dernières secondes, quand il est déjà trop tard pour réagir. C'est pas une amélioration graduelle, c'est un changement de nature. Commençons par la Russie. Vladimir Poutine possède 2 vedettes dans son arsenal hypersonique. La première, le Kinjal, un missile lancé depuis un avion, capable d'atteindre Mach 10, plus de 12 000 km/h, et de frapper à 2000 km. Il n'est pas resté au stade du prototype, il a été employé à plusieurs reprises contre l'Ukraine. La seconde, l'Avangard, présenté comme le missile le plus rapide du monde Mach 20, environ 25 000 km/h. Selon le récit officiel russe, aucun système de défense au monde ne pourrait l'intercepter. C'est, sans jeu de mots, la carte maîtresse de Poutine. Et, selon le Pentagone, la Russie en produirait 100 par an pour atteindre 1 millier d'ici 2035. Passons à la Chine, dont la philosophie diffère. Si la stratégie russe est l'intimidation, celle de Pékin est l'industrialisation. La Chine aligne elle aussi 2 systèmes principaux, le Dongfeng 1.7 à Mach 10, d'une portée de 2000 km, et surtout le Dongfeng 2.6 à Mach 18, affublé d'un surnom qui dit tout, le tueur de Guam, parce qu'il peut frapper les bases américaines du Pacifique jusqu'à l'île de Guam. Mais le véritable atout chinois n'est pas dans un missile, il est dans ses usines. Selon le Pentagone, la Chine en fabriquerait près de 370 par an pour disposer de près de 4000 engins d'ici 2035. Un mot de nuance ici, car les chiffres officiels flattent toujours l'arme. Le Kinjal, présenté comme imparable, a en réalité été intercepté à plusieurs reprises par les défenses ukrainiennes équipées de systèmes occidentaux, preuve que très difficile n'est pas impossible. Et produire 1000 ou 4000 missiles d'ici 10 ans, c'est une projection, pas une certitude. Les programmes militaires prennent du retard, les budgets standent, les sanctions mordent. Prenons donc ces annonces pour ce qu'elles sont, un signal d'intention et une tendance lourde, non une prophétie gravée dans l'acier. Mais la tendance, elle, est indéniable. Et c'est elle qui compte. Faites l'addition et vous obtenez un chiffre qui donne le vertige. En une décennie, la Russie et la Chine réunies pourraient aligner 5000 armes hypersoniques. Face à cela,
Où en sont les États-Unis? Loin, très loin derrière. Washington ne possède qu'une poignée de ces missiles, dont 2 ne sont même pas pleinement opérationnels, ils sont encore en phase de test, et ces tests, justement, n'ont guère brillé, au moins 8 échecs au lancement ont été rapportés en 5 ans. La première puissance militaire du monde est, sur ce terrain précis, distancée. Voilà le tableau. Et il devrait nous alarmer. Comment la superpuissance a-t-elle pu se laisser distancer? En partie par arrogance. Longtemps, Washington a jugé ses armes trop coûteuses, trop instables, pas indispensables sûres de sa domination aérienne et de ses porte-avions. Pendant ce temps, la Russie, humiliée par son infériorité conventionnelle, et la Chine, décidée à sanctuariser son voisinage, ont fait de l'hypersonique une priorité nationale. Ils ont couru quand l'Amérique marchait, et c'est une vérité qui dérange. Dans une course technologique, c'est pas toujours le plus riche qui gagne, mais le plus motivé, celui qui a le plus à prouver ou le plus à perdre. Mais tout de suite, une objection surgit rassurante. La puissante Amérique ne va-t-elle pas simplement rattraper son retard ou bâtir des défenses capables d'arrêter ses engins? C'est là que l'histoire se retourne. Car oui, les États-Unis courent, mais ils courent dans la mauvaise direction. Face à la menace, Washington investit massivement dans des intercepteurs, c'est-à-dire dans la défense. Pendant ce temps, Moscou et Pékin investissent dans l'attaque. Et dans cette course-là, l'attaque a une longueur d'avance structurelle. Et il y a derrière ce retard une erreur plus profonde qu'un simple manque de missiles. Pendant des mois, on a répété que la démonstration de force américaine ferait plier ses rivaux, que la guerre serait courte, que l'adversaire, désespéré, viendrait mendier un accord. À chaque fois, les faits ont dit le contraire. Le problème n'est pas que les prédictions puissent se tromper, toute guerre est imprévisible. Le problème, c'est quand la confiance tient lieu de compréhension, quand on prend l'assurance pour la lucidité. Or, c'est précisément dans cet aveuglement que Moscou et Pékin se sont engouffrés pendant qu'on regardait ailleurs. Pourquoi ? C'est ici que le registre change, que nous passons du quoi au comment, au mécanisme profond de ce basculement et à la leçon exacte que l'Iran a enseignée. Car pourquoi l'Iran, précisément ? Parce que dans cette guerre, le monde entier a vu quelque chose de troublant. Des missiles iraniens, relativement simples, ont percé des systèmes de défense antiaérienne de fabrication américaine, valant des milliards de dollars. Les avions de chasse et les bombardiers, eux, ont des limites. Il faut les ravitailler, les réarmer, et chaque mission met en danger un pilote irremplaçable. Un missile, à l'inverse, maximise les dégâts, coûte moins cher et frappe sans exposer personne. Russie et Chine ont réservé, si l'on peut dire, les places du premier rang et pris des notes plus vite que quiconque. Et cette leçon, ils l'ont vu s'écrire en direct dans le ciel du Golfe. Quand l'Iran a lancé ses vagues de missiles contre les installations américaines de la région, les défenses antiaériennes de plusieurs États du Golfe, Bahreïn, Koweït, Qatar, Émirats, Oman, Jordanie ont dû s'activer en catastrophe. Certaines ont intercepté, d'autres ont été percées. La 5e flotte américaine à Bahreïn a été visée. Et le message pour Moscou et Pékin était limpide. Même les boucliers les plus chers du monde ont des trous. Voilà ce qu'ils ont retenu contre un déluge de missiles. Même les meilleures défenses finissent par céder quelque part. Et voici le cœur du mécanisme, celui qui devrait tous nous inquiéter. L'inversion du rapport coût-efficacité. Un missile hypersonique peut défaire un système de défense qui coûte, lui, 10 fois plus cher. Or, toute l'architecture de sécurité occidentale repose sur un pari, celui de l'interception. Nous avons investi des sommes colossales dans des boucliers censés arrêter tout ce qui vole. L'arme hypersonique brise ce pari d'un seul coup. Quand l'attaque devient moins chère et plus rapide que la défense, c'est le camp le plus riche qui perd l'arithmétique, exactement comme le drone à 500 $ face au char à plusieurs millions. Et cette bascule a une conséquence stratégique brutale. Une puissance contrainte de dépenser 10 pour se défendre là où l'adversaire dépense 1 pour attaquer finit par se ruiner en bouclier ou par renoncer à protéger tout ce qu'elle voudrait. Elle doit choisir quelle base, quelle ville, quel navire mérite le parapluie hors de prix. Et chaque choix laisse une porte ouverte. L'attaque bon marché n'a pas besoin de tout détruire. Il lui suffit de rendre la défense trop chère pour être partout à la fois. Mais soyons honnêtes, car la discipline l'exige, et ne cédons pas à la panique du super-arme invincible. L'affirmation selon laquelle rien ne peut l'arrêter est une exagération commode, largement entretenue par la propagande russe elle-même. Un missile hypersonique est extraordinairement difficile à intercepter, pas magiquement impossible à contrer. L'Occident développe de nouvelles parades, détection avancée, armes à énergie dirigée, intercepteurs de nouvelle génération conçus pour viser la phase de vol plané. Et ces armes ont, elles aussi, leurs limites, leurs coûts, les compromis entre vitesse et précision, le fait qu'elles ne remplacent pas tout le reste d'un arsenal. Distinguons donc très difficile à arrêter de impossible. Le premier est vrai et grave, le second est un slogan.
Il y a pourtant une dimension de cette course qui dépasse le simple champ de bataille et qui devrait tous nous glacer, la stabilité nucléaire elle-même. Depuis la guerre froide, la paix entre grandes puissances repose sur un équilibre de la terreur, l'idée que personne ne frappera le premier, car l'autre aura toujours le temps de riposter. Mais une arme qui frappe en quelques minutes, sans être détectée, sans laisser le temps de réagir, fragilise cet équilibre. Elle fait renaître une tentation ancienne et terrifiante, celle de la première frappe décisive, celle qui trancherait tout avant même que l'adversaire ait compris. C'est pas seulement une affaire de missiles plus rapides, c'est la mécanique même qui a évité la guerre nucléaire pendant plus de 60 ans que l'hypersonique vient discrètement dérégler. Reste que la tendance, elle, est claire, et l'histoire nous en donne un écho glaçant, remonté à 1906. Cette année-là, la marine britannique lance un navire qui change tout, le HMS Dreadnought. En une seule mise à l'eau, il rend obsolète d'un coup tous les cuirassés existants de la planète, y compris ceux de la Grande-Bretagne. Résultat, une course aux armements navals effrénés avec l'Allemagne, chacun voulant construire plus vite, plus gros une course qui a contribué à précipiter le monde vers la Première Guerre mondiale. La leçon est limpide. Quand une arme nouvelle rend caduque tout ce qui précède, elle ne procure pas seulement un avantage. Elle déclenche une spirale et redessine l'équilibre entre les puissances. Et cette spirale, nous y sommes déjà entrés, presque sans le savoir. Chaque nouveau missile hypersonique appelle un nouvel intercepteur, qui appelle un missile plus rapide encore, dans une escalade dont personne ne sort vraiment gagnant, sinon les budgets de défense. C'est le propre des révolutions militaires. Elles n'apportent pas la sécurité, elles déplacent l'insécurité d'un cran plus haut et plus cher. La seule certitude, c'est que le monde d'après ne ressemblera pas à celui d'avant. Voilà l'insight, et c'est le cœur de notre histoire. Ce qui se joue n'est pas une simple affaire de missiles. C'est la Finlande dunaire, celle où la supériorité militaire de l'Occident reposait sur son avance technologique et sur ses boucliers. Miser tout sur la défense face à un adversaire déterminé à innover dans l'attaque, c'est le piège le plus vieux de l'histoire militaire. L'histoire ne se répète pas, elle rime. Mais gardons la tête froide, la Russie et la Chine ne dominent pas encore, et l'Occident garde d'immenses atouts ses alliances, sa profondeur industrielle, sa capacité d'adaptation. La partie n'est pas perdue, mais elle a changé de règle, et le nier serait suicidaire. Alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour nous? Bien plus qu'on ne le croit. La France et le Canada s'abritent, en dernier ressort, sous un parapluie de défense l'OTAN. Et pour le Canada, le commandement continental, partagé avec les États-Unis, bâti sur cette hypothèse même que l'hypersonique érode, celle de pouvoir intercepter la menace. Si cette hypothèse vacille, c'est notre sécurité collective qui doit être repensée. En urgence, la France, puissance nucléaire qui développe elle aussi ses propres programmes hypersoniques, l'a compris. Le Canada, dont la défense continentale doit être modernisée face aux nouveaux vecteurs passant par l'Arctique aussi. Et l'enjeu pour nous n'est pas théorique. L'Europe a lancé, souvent trop tard, ses propres programmes de missiles hypersoniques et de défense de nouvelle génération, consciente qu'elle ne peut pas rester spectatrice d'une course qui redéfinit le rapport de force à ses portes. Le Canada, lui, garde une frontière nordique immense où le survol de l'Arctique par ses nouveaux engins rend soudain vulnérable des espaces que la géographie protégeait depuis toujours. Dépendre du seul bouclier américain, quand ce bouclier lui-même est distancé, n'est plus une option raisonnable. La souveraineté, à l'ère hypersonique, exige de ne plus tout déléguer. Et il y a une leçon plus large encore qui relie toute cette série. On ne gagne pas une course aux armements en dépensant toujours plus pour se défendre contre une attaque toujours moins chère. Que ce soit le drone bon marché contre l'hélicoptère, le missile simple contre le bouclier hors de prix, ou l'hypersonique contre l'intercepteur, c'est la même arithmétique implacable qui revient. L'Occident devra apprendre non seulement à se protéger, mais à dissuader, à frapper, à produire vite et en masse. Faute de quoi, il se retrouvera dans la position de la France de 1940, retranché derrière une ligne magnifique et inutile, pendant que l'adversaire, lui, aura changé les règles du jeu. Il ne s'agit donc pas de renoncer à se défendre, mais de cesser de croire que la défense seule suffira. La dissuasion, la capacité de frapper à son tour, de produire vite, en masse et à bas coût, voilà les vrais remparts du siècle qui commence. Car un bouclier sans épée, l'histoire l'a montré 100 fois, n'a jamais protégé personne bien longtemps. Et c'est ici qu'il faut revenir à notre image du début, ce missile filant à 20 fois la vitesse du son que rien ne semble pouvoir arrêter. Nous l'avions vu comme une super arme sortie d'un film. Nous comprenons maintenant ce qu'il est vraiment, non pas de la magie, mais un pari stratégique, celui de deux puissances autoritaires, misant que l'attaque battra la défense, et que le bouclier coûteux de l'Occident n'est plus, à l'ère du missile, qu'une nouvelle ligne Maginot. La leçon de la guerre d'Iran, au fond, n'était pas la puissance de l'Amérique, c'était la découverte
par ses rivaux, de ses limites. Et ce qui rend ce moment si dangereux, c'est qu'il est encore réversible, mais pas pour longtemps. L'avance russe et chinoise n'est pas gravée dans le marbre, elle le deviendra si l'Occident continue de sous-estimer la menace, de la traiter comme une lubie de généraux ou une ligne de plus dans un budget. La fenêtre pour réagir, investir, s'adapter existe encore, mais les fenêtres en matière stratégique ont une fâcheuse habitude. Elles se referment toujours plus vite qu'on ne le croit. Alors au fond, quelle est la vraie question que pose cette course ? Peut être pas qui a le missile le plus rapide, mais qui saura s'adapter le plus vite à un monde où le monopole technologique de l'Occident n'existe plus. Il est un vieux proverbe africain que citent les Indiens comme les Africains: quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui est piétinée. Dans cette guerre, les éléphants qui se battent au grand jour, ce sont l'Amérique et l'Iran. Mais les éléphants les plus dangereux sont ceux qui, au premier rang, prennent des notes en silence. La seule question qui vaille est celle-ci: l'Occident tirera-t-il la même leçon avant que ses élèves studieux ne passent, eux, à l'examen final,